Des cendres de la défaite, une histoire commence. Pas de victoire, pas de gloire, mais celle d'une nation humiliée et d'un homme qui allait transformer l'humiliation en destin. C'est le parcours d'Adolf Hitler. De l'artiste raté au dictateur, des bas-fonds de Vienne au cœur brûlant de Berlin, de l'effondrement de l'Allemagne à sa renaissance la plus terrifiante. Allemagne, novembre 1918. Les canons de la Grande Guerre se sont tus, mais le silence n'était pas la paix, c'était l'humiliation. Un empire était brisé, son Kaiser en exil, ses villes affamées, ses soldats rentrant non pas en vainqueurs, mais en vaincus. Dans les tavernes enfumées de Munich et de Berlin, des murmures se répandirent. Trahison, capitulation, conspiration. Le mot là, Versailles, allait devenir une plaie, un traité qui dépouillait terre, armée, fierté. Et pendant ces années fracturées, dans les décombres d'une nation désespérée de réponse, un homme se tenait dans l'ombre. Adolf Hitler. Un artiste raté, rejeté 2 fois de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, un vagabond qui vendait autrefois des cartes postales dans les rues, se retrouva désormais en uniforme, enivré par la guerre qu'il avait survécue. Lorsque l'Allemagne perdit, il ne se contenta pas de pleurer la défaite. Il la transforma en obsession. Comment un homme, considéré comme rien de plus qu'un soldat anonyme, parvient-il à commander l'une des nations les plus disciplinées d'Europe? Comment un peintre rejeté grave-t-il son image dans le destin de millions de personnes? La scène fut dressée non par le triomphe, mais par l'effondrement. L'hyperinflation dévora l'épargne. Des parents utilisaient des brouettes de marque pour acheter du pain. Les enfants souffraient de la faim. Des vétérans erraient dans les rues, les yeux creux, porteurs de cicatrices que personne ne voulait voir. De cette tempête d'amertume, les voix de la vengeance et de la Renaissance s'élevèrent. Et là, dans les brasseries, au milieu de la fumée, de la colère et de la bière bon marché, Hitler découvrit non seulement sa voix, mais aussi son pouvoir. L'Allemagne ne connaissait pas encore son nom, mais bientôt il résonnerait dans chaque rue, sur chaque radio, dans chaque murmure. La guerre était finie, mais l'Allemagne n'était pas guérie. Ses blessures étaient à vif, visibles dans la faim de son peuple, dans les promesses brisées de ses dirigeants, dans la rage silencieuse des soldats qui rentraient en chez eux pour se sentir trahis par la nation pour laquelle ils s'étaient battus. Munich, 1919. Une ville bouillonnante de tensions, où révolutionnaires, monarchistes et radicaux de toutes nuances se disputaient l'âme de la nouvelle République. Ici, au milieu du chaos, Adolf Hitler trouva sa scène. Il n'était encore personne, un caporal sans grade, sans richesse, sans relation. Pourtant, dans un pays où la foi envers les politiciens s'était effondrée, son amertume semblait étrangement familière, presque réconfortante. Il rejoignit le Parti des travailleurs allemands, un petit groupe d'hommes mal fagotés qui rêvaient de restaurer la fierté de leur nation. Au début, Hitler fut envoyé uniquement comme espion, un informateur pour l'armée afin de surveiller leurs activités. Mais ce qu'il vit le transforma. Ces hommes parlaient son langage, haine de Versailles, suspicion des marxistes, ressentiment envers les Juifs, colère face à l'effondrement de l'ordre. Dans leur rassemblement miteux, il découvrit quelque chose qu'il n'avait jamais réalisé posséder, une voix. Quand Hitler se leva pour parler, les mots s'échappèrent de lui comme du feu. Il n'était pas élégant, pas raffiné, mais brut. Ses phrases ne frappaient pas l'esprit, mais les tripes. Il ne discutait pas, il rageait. Et les hommes dans la pièce, désabusés et désessayés, espéraient, écoutaient. Pour la première fois, Hitler ne fut pas ignoré, pas écarté. Il fut écouté. À partir de ce moment, son destin changea. Munich était un terreau fertile pour la colère.
Au lendemain de la révolution ratée de 1919, des milices armées parcouraient les rues. Des communistes proclamaient des conseils. Des Freikorps paramilitaires les abattaient. La violence devint routinière, et le sang n'était qu'une autre forme de langage. Dans cette turbulence, le petit parti d'Hitler commença à grandir. Il changea de nom pour quelque chose de plus percutant, de plus menaçant. Le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP. Son symbole fut choisi non par hasard, mais avec un calcul glaçant. La croix gammée, inclinée et audacieuse, noire sur un cercle blanc et un fond rouge. Un signe qui allait bientôt s'inscrire dans l'histoire. Mais un symbole seul ne suffisait pas. Pour s'élever, Hitler avait besoin de plus que des mots. Il avait besoin de spectacles. Les brasseries de Munich devinrent ses temples. De vastes salles enfumées, bondées de vétérans, d'ouvriers, de rêveurs et d'hommes brisés. Hitler s'avançait à la tribune, les yeux ardents, les mains fendant l'air. Il leur promettait la force, l'unité, la vengeance. Il leur promettait des ennemis à blâmer, marxistes, juifs, traîtres. Il n'offrait pas de solution, il offrait la certitude. Et dans un monde noyé dans la confusion, la certitude était enivrante. Les foules grossissaient. Les hommes qui avaient autrefois ri de l'artiste raté se tenaient maintenant émerveillés alors que sa voix commandait des centaines, puis des milliers. Hitler transforma la politique en théâtre, les discours en rituels. Chaque geste était calculé, la pause, la fureur, le silence avant le rugissement. Et le peuple suivit. Pourtant, les mots seuls ne pouvaient protéger un mouvement. Dans la violence de l'Allemagne d'après-guerre, chaque parti avait ses combattants et celui d'Hitler ne faisait pas exception. Les SA, la Sturmabteilung, les sections D, Assaut, virent le jour. Des soldats de rue en chemise brune, souvent des vétérans au chômage, marchant en colonne, poings levés, loyaux non pas à la République mais à Hitler. Ils se battaient avec les communistes, intimidaient les opposants, gardaient les réunions. Pour beaucoup, ils étaient plus qu'une milice. Ils étaient la preuve que l'Allemagne faible de Versailles était remplacée par quelque chose de féroce. Pourtant, même avec un pouvoir grandissant, Hitler voulait plus. Il ne rêvait pas seulement de Munich, mais de Berlin, de l'Allemagne entière. Il voulait s'emparer de l'État, briser la République qu'il méprisait. L'occasion se présenta en 1923. L'Allemagne s'effondrait à nouveau. L'hyperinflation avait dévoré l'économie. La monnaie papier était imprimée si imprudemment que les salaires étaient transportés dans des sacs, le pain acheté avec des brouettes de billets. Les enfants jouaient avec des piles de billets comme si c'étaient des jouets. Pour la classe moyenne, l'épargne d'une vie se transforma en cendres du jour au lendemain. C'est dans ce moment de désespoir qu'Hitler joua le tout pour le tout. Inspiré par la marche sur Rome de Mussolini, il planifia sa propre prise de pouvoir, le putsch de la brasserie. Le 8 novembre 1923, Hitler et ses hommes d'assaut firent irruption dans une brasserie de Munich où des officiels étaient rassemblés. Des coups de feu tirés au plafond, Hitler grimpa sur une chaise, revolver à la main, et déclara que la révolution avait commencé. Mais l'Allemagne n'était pas l'Italie. Le coup d'État échoua. La police et les soldats résistèrent. Des coups de feu retentirent dans les rues. 16 nazis gisaient morts, et Hitler lui-même fut traîné en garde à vue. Pour la plupart des hommes, cela aurait été la fin. Mais pour Hitler, ce n'était que le début. En prison, il ne fut pas réduit au silence. Il fut transformé. Le procès devint sa scène, ses discours relayés par les journaux à travers l'Allemagne. Ce qui était censé le couvrir de honte le rendit célèbre. Il n'était plus seulement un agitateur local, il était désormais une figure nationale. Et dans sa cellule à Landsberg, il commença à écrire. Page par page, ligne par ligne, il déversa sa haine, sa vision, son destin dans un livre,
Mein Kampf, un manifeste qui mêlait autobiographie et idéologie, prophétie et poison. C'était un livre qui allait exposer non seulement sa haine des Juifs, non seulement son désir d'expansion, mais aussi sa croyance en lui-même, comme le chef élu de l'Allemagne. Comment un homme transforme-t-il l'échec en mythe? Comment un coup d'État raté devient-il la graine de futures conquêtes? Au moment où Hitler sortit de prison après seulement 9 mois, il n'était plus simplement un révolutionnaire raté. Il était l'architecte d'un mouvement. Mais la patience serait sa nouvelle arme. La violence l'avait trahi une fois. Maintenant, il utiliserait la démocratie elle-même. Il transformerait le système qu'il méprisait en l'échelle qui le porterait au sommet. L'Allemagne, fracturée et exsangue, lui avait donné une voix. Munich lui avait donné une armée. La prison lui avait donné un mythe. Le prochain chapitre de son ascension ne serait pas crié depuis les brasseries, mais murmuré dans les urnes, diffusé à la radio et porté par le désespoir silencieux de millions de personnes qui aspiraient à l'ordre à tout prix. Le putsch manqué de 1923 avait laissé Hitler humilié, blessé, mais non brisé. La prison l'avait remodelé, poli, et surtout, lui avait appris la patience. Il avait découvert ce que peu de radicaux de son époque comprenaient. Les révolutions de la rue pouvaient être écrasées, mais les révolutions des urnes ne pouvaient pas être si facilement réduites au silence. L'Allemagne, après le chaos de l'hyperinflation, tituba vers une stabilité fragile. La fin des années 1920 apporta des prêts américains, l'industrie se ranima, et l'amertume de 1923 commença à s'estomper. La République sembla respirer à nouveau. Pendant un moment, l'étoile d'Hitler pâlit. Son parti se réduisit, ses réunions plus petites, sa voix noyée par la prospérité. Beaucoup le croyaient fini, une curiosité de Munich, un souvenir à oublier. Mais l'histoire ne se déroule pas en ligne droite. Elle s'enroule, elle attend, elle frappe. En octobre 1939, le krach survint. La bourse américaine s'effondra et ses ondes de choc déchirèrent l'Europe. L'Allemagne, liée aux prêts américains, fut la plus durement touchée. Des usines fermèrent. Des millions de personnes perdirent leur emploi. Des familles qui s'étaient difficilement reconstruites furent de nouveau plongées dans le désespoir. Une fois de plus, les files d'attente pour la soupe s'étiraient dans les rues des villes. Une fois de plus, la colère se propagea comme une fièvre. Dans le désespoir, les gens se tournèrent non pas vers ceux qui promettaient la raison, mais vers ceux qui promettaient le salut. C'est ici qu'Hitler revint. Le parti nazi, réorganisé et discipliné, commença à monter avec la marée de souffrance. Plus seulement une populace de chemises brunes, il était devenu une machine. Joseph Goebbels, le maître de la propagande, transforma leur message en art. Des affiches qui saignaient de pouvoir, des rassemblements qui éblouissaient de feux et de drapeaux, des discours qui ressemblaient moins à de la politique et plus à de la prophétie. Hitler se présentait non comme un homme politique, mais comme un sauveur. Là où la République bégayait, il tenait. Là où les vieux partis se querellaient, il proclamait la certitude. Il promettait d'écraser les marxistes, de briser Versailles, de restaurer l'honneur de l'Allemagne. Et toujours, il donnait aux masses un ennemi, quelqu'un à blâmer. Les Juifs, les étrangers, les traîtres de l'intérieur. La souffrance de millions de personnes devint l'oxygène de son ascension. En 1930, le parti nazi sortit de l'ombre pour accéder au pouvoir. Lors des élections de cette année-là, il obtint 107 sièges au Reichstag, passant d'une secte obscure à la deuxième force politique d'Allemagne. Le Parlement, jadis symbole de démocratie, devint paralysé. Querelles interminables, coalitions fracturées, cabinets qui s'effondraient. La République s'affaiblissait non par les balles, mais par ses propres divisions. Et chaque échec, chaque hésitation,
rendait la voix d'Hitler plus forte. Les sections d'assaut marchaient dans les rues, emplissant l'air de menaces. Leurs chemises brunes, leurs chants, leur violence, tout cela créait une atmosphère d'inéluctabilité. Pour beaucoup d'Allemands, le choix n'était pas entre démocratie et dictature, il était entre chaos et ordre. Et Hitler promettait l'ordre. En janvier 1932, il se présenta comme candidat à la présidence, osant défier le vieux héros de guerre, Paul von Hindenburg. Hitler perdit. Mais cette perte n'était pas une défaite. Des millions avaient voté pour lui. Des millions qui le voyaient désormais non comme un agitateur marginal, mais comme une figure nationale. Le message était clair. Les nazis ne pouvaient plus être ignorés. En coulisses, les élites allemandes, industrielles, aristocrates, généraux, commencèrent à murmurer. Ils ne faisaient pas confiance à Hitler, mais craignaient davantage les communistes. Ils croyaient pouvoir l'utiliser, le contrôler, exploiter sa popularité, tout en gardant le pouvoir réel pour eux-mêmes. C'était une illusion fatale. L'année 1933 allait sceller le destin de la République. Le 30 janvier, Hitler fut nommé chancelier d'Allemagne. Non par révolution, non par coup d'État, mais par décret du système même qu'il méprisait. Dehors, des défilés aux flambeaux emplissaient les rues. Des chemises brunes marchaient sous des bannières qui rougeoyaient dans le ciel nocturne. Les foules criaient « Heil !» jusqu'à ce que le mot lui-même semble trembler dans l'air. Pour des millions, ce fut la délivrance. Pour d'autres, ce fut l'effroi. Mais le sort en était jeté. Hitler ne perdit pas de temps. Des semaines plus tard, le Reichstag s'embrassa. Un incendie dont l'origine reste enveloppée de suspicions, mais dont la conséquence fut indéniable. Hitler saisit l'occasion pour écraser les libertés civiles, faire taire les opposants et gouverner par décret d'urgence. Les nazis appelèrent cela de la protection. En réalité, c'était de la strangulation. Les journaux fermèrent, les rivaux politiques furent arrêtés, les libertés effacées une par une. La démocratie qu'il avait portée fut désormais démantelée avec une vitesse terrifiante. Mars 1933 apporta de nouvelles élections, menées sous l'intimidation, la violence et la peur. Les nazis ne gagnèrent pas seuls, mais avec des alliés, ils assurèrent leur domination. Peu après, la loi d'habilitation fut votée, ACC, ordonnant à Hitler le pouvoir de gouverner sans parlement. À ce moment-là, la République mourut. Comment la démocratie se détruit-elle elle-même? Comment une nation abandonne-t-elle sa liberté, non pas aux chaînes, mais aux promesses de grandeur? La transformation était complète. L'artiste raté, l'agitateur obscur, le prisonnier de 1923, était désormais fureur d'une nation. Et pourtant, sa fin ne faisait que commencer. Les années à venir ne seraient pas de paix, mais de préparation. Hitler transformerait l'Allemagne en une machine de guerre, son économie enchaînée au réarmement, sa jeunesse endoctrinée, sa société remodelée à son image. La croix gammée ne flottait plus dans les brasseries de Munich, elle volait depuis le Reichstag, depuis les écoles, depuis chaque recoin de la nation. L'Allemagne n'était plus simplement l'Allemagne. C'était le Reich. Et à sa tête se tenait un homme qui s'était élevé non pas malgré l'échec, mais grâce à lui. Au moment où Adolf Hitler prêta serment comme chancelier en 1933, l'Allemagne ne se transforma pas instantanément en dictature. Pas encore. Au début, le Reich conservait l'apparence d'une démocratie. Le Reichstag était toujours debout, les journaux imprimaient toujours, les partis existaient toujours. Mais sous la surface, les fondations se fissuraient déjà. Hitler avait compris quelque chose de crucial. Pour diriger une nation, il faut diriger son esprit. Les armes et les prisons pouvaient étouffer la dissidence, mais la propagande pouvait l'empêcher de naître.
le régime nazi devint maître du spectacle. Les rassemblements n'étaient plus des réunions politiques, c'étaient des cérémonies chorégraphiées. Torches, drapeaux, tambours, saluts, chaque élément calculé pour submerger les sens, pour dissoudre l'individu dans la foule. À Nuremberg, des centaines de milliers se rassemblaient dans de vastes champs où les paroles d'Hitler tonnaient dans l'air comme un sermon. Les caméras capturaient le drame, Goebbels le diffusa. Hit à des millions, et soudain le Führer n'était plus un homme, mais un mythe. Les enfants récitaient son nom à l'école, les mères l'enseignaient à la maison. Les radios portaient sa voix dans chaque salon, le peuple n'entendait plus seulement parler d'Hitler. Il vivait dans son ombre, la machinerie de la terreur était tout aussi précise. La Gestapo, police secrète qui écoutait les murmures, qui frappait aux portes la nuit. La SS, gardiens en uniforme noir de la pureté raciale, liés à Hitler par une dévotion quasi religieuse. Les camps de concentration, d'abord construits pour les prisonniers politiques, commencèrent à se remplir de communistes, de socialistes, de dissidents, quiconque dont l'existence menaçait le nouvel ordre. La peur devint une loi invisible. Un mot imprudent, une blague au mauvais moment, une lettre ouverte par les mauvais yeux, tout pouvait se terminer par une disparition. Pourtant, à côté de la terreur, Hitler offrait des récompenses. Les chômeurs trouvaient du travail dans de nouvelles usines, sur des routes construites pour le Reich, dans des industries relancées par le réarmement. Pour une nation autrefois brisée par l'inflation et le désespoir, cela ressemblait à un salut. Pour de nombreux Allemands, la dictature ne ressemblait pas à des chaînes, elle ressemblait à un renouveau. Le culte d'Hitler grandit. Il était dépeint non pas comme un homme politique, mais comme un sauveur, l'incarnation de la volonté du peuple. Des affiches le montraient avec des enfants, avec des ouvriers, avec des soldats, un homme au-dessus des classes, au-dessus de la politique, au-dessus du doute. Mais derrière la façade d'unité, l'Allemagne était remodelée en quelque chose de méconnaissable. La presse réduite au silence, les syndicats dissous, les églises sous pression, les partis d'opposition interdits. En 1964, le Reichstag était devenu inutile, son rôle réduit à applaudir des décrets déjà décidés. Pourtant, le pouvoir n'est jamais absolu sans sang. Dans la nuit du 30 juin 1934, la nuit des longs couteaux, Hitler déchaîna sa fureur sur ses propres alliés. Les SA, les sections d'assaut qui avaient autrefois combattu pour lui dans les rues, étaient devenues trop puissantes, trop indisciplinées. Leur chef, Ernst Röhm, rêvait de remplacer l'armée par ses millions de chemises brunes. L'armée le méprisait, les élites se méfiaient de lui, et Hitler vit sa chance. D'un seul coup impitoyable, Röhm et des dizaines d'autres furent exécutés. La purge fut rapide, sans merci et calculée. À la fin, l'armée avait prêté allégeance à Hitler. Le message était clair. La loyauté envers le Führer était la survie. La déloyauté était la mort. Puis vint 1935, l'année de la transformation. Les lois de Nuremberg institutionnalisèrent l'idéologie raciale. Les Juifs furent dépouillés de leur citoyenneté, interdits d'épouser des Aryens chassés de la vie publique. Ces lois n'étaient pas cachées, elles étaient célébrées. Elles étaient affichées comme des victoires, des étapes vers un Reich purifié. Comment une société composée d'hommes et de femmes ordinaires accepte-t-elle une telle cruauté? Comment la haine se transforme-t-elle en loi et la loi en vie quotidienne? Pas à pas, l'emprise d'Hitler se resserra. L'économie connut un essor sous le réarmement. La jeunesse fut absorbée par les jeunesses hitlériennes, leur enfance modelée en loyauté fanatique. On disait aux femmes que leur plus grand honneur était de porter des enfants pour le Reich, leur rôle confiné à Kinder, Küche, Kirche, enfants, cuisine, église. Chaque strate de la vie s'inclinait devant l'idéologie. Et pourtant, le monde observait avec malaise, mais aussi avec admiration.
Certains visiteurs étrangers s'émerveillaient du renouveau de l'Allemagne. Le chômage disparu, les routes modernes les rassemblent. Magnifique. Ils voyaient la force, mais pas les ombres. Ils entendaient de la musique, mais pas les cris cachés derrière les portes des camps. En août 1934, à la mort du président Hindenburg, Hitler agit rapidement. Il fusionna les fonctions de chancelier et de président, se déclarant Führer, un Reichskanzler, chef et chancelier du Reich. L'armée, autrefois liée à l'État, prêta désormais serment de loyauté non pas à l'Allemagne, non pas à la Constitution, mais à Adolf Hitler lui-même. C'était le moment où la dictature fut scellée. Au milieu des années 1930, le Reich était plus qu'un État. C'était une vision, tordue, grandiose et terrifiante. La croix gammée flottait sur chaque école, chaque palais de justice, chaque place de village. La radio répétait les mots du Führer jusqu'à ce qu'ils deviennent de la mémoire elle-même. Le peuple acclamait non seulement par peur, mais par foi. Et Hitler, l'artiste raté, le rêveur jadis rejeté de Vienne, se tenait désormais en maître de l'une des nations les plus puissantes d'Europe. Mais sa fin était encore plus grande. Le renouveau de l'Allemagne, son unité, sa fierté retrouvée, tout cela n'était, à ses yeux, qu'une préparation. Le Reich n'était pas destiné à rester dans ses frontières. Lebensraum, espace vital. Un mot, simple et froid, mais lourd de conséquences. Pour Hitler, le destin de l'Allemagne résidait à l'Est, dans la conquête, dans l'expansion de son peuple, dans la destruction de ceux qu'il jugeait inférieurs. Le Reich était une épée aiguisée et en attente, et bientôt elle serait tirée. Au milieu des années 1930, Hitler était solidement établi en Allemagne, ses ennemis réduits au silence, son pouvoir absolu, son idéologie tissée dans la vie quotidienne de millions de personnes. Pourtant, pour Hitler, le pouvoir à l'intérieur n'était jamais le but final. Sa vision n'était pas celle d'un Reich stable, mais d'un empire en expansion, une Allemagne libérée de Versailles, dominant l'Europe et revendiquant de vastes nouvelles terres à l'Est. Les graines de la guerre germaient déjà. Le traité de Versailles avait déclaré la frontière occidentale de l'Allemagne, la Rhénanie, zone démilitarisée. Aucun soldat allemand ne devait y poser le pied. C'était censé être une barrière de paix, une ligne qui maintenait la France en sécurité et l'Allemagne contenue. Mais en mars 1936, Hitler ordonna à ses troupes d'y entrer. Le pari était audacieux. L'armée allemande était alors faible, ses soldats mal équipés. Une seule avancée française aurait pu écraser toute l'opération. Mais la France hésita, la Grande-Bretagne resta prudente, et le monde ne fit rien. Pour Hitler, c'était une justification. Il avait défié Versailles, et les Alliés avaient scellé. Le prestige du Reich monta en flèche. Il dit à ses généraux, « Maintenant, je suis intouchable. » La même année, la guerre civile éclata en Espagne. Pour beaucoup, c'était un conflit lointain, mais pour Hitler, c'était une opportunité. Il envoya la Légion Condor, pilotes, chars et conseillers allemands, pour aider les fascistes de Franco. L'Espagne devint un terrain d'essai, une répétition générale pour les guerres à venir. Des avions allemands bombardèrent des villes comme Guernica, leur destruction immortalisée dans la peinture obsédante de Picasso. Le monde vit la brutalité de la guerre moderne, mais Hitler vit autre chose. La machine militaire du Reich apprenant, s'aiguisant, se testant pour le grand conflit à venir. L'Autriche, la terre natale d'Hitler. Pendant des années, il avait rêvé de l'unir à l'Allemagne, non comme une conquête, mais comme un destin. En mars 1938, les troupes allemandes franchirent la frontière.
Mais il n'y eut ni bataille, ni résistance. Les foules acclamaient, des fleurs étaient lancées, et l'Autriche fondit dans le Reich. Ce fut une conquête sans effusion de sang, une nation avalée par une autre, présentée au monde comme la volonté du peuple. Le monde protesta, mais seul, main en parole. Une fois de plus, l'audace d'Hitler avait triomphé. Vint ensuite la Tchécoslovaquie, une jeune démocratie, forte mais isolée. Hitler exigea les Sudètes, une région à population germanophone. La crise mena l'Europe au bord de la guerre. Mais à Munich, en septembre 1938, la Grande-Bretagne et la France, désespérées d'éviter un autre conflit mondial, choisirent de l'apaisement. Le Premier ministre Neville Chamberlain revint en déclarant « la paix pour notre temps », tandis que Hitler célébrait une nouvelle victoire sans tirer un coup de feu. Pour l'Allemagne, ce fut un triomphe. Pour Hitler, ce fut la preuve que les démocraties européennes manquaient de volonté pour lui résister. Le masque de la diplomatie ne pouvait cacher ses véritables ambitions éternellement. En mars 1939, les troupes allemandes marchèrent sur Prague, s'emparant du reste de la Tchécoslovaquie. Il ne s'agissait plus de minorités allemandes, ni de Versailles. C'était une conquête pure et simple. Le monde commença enfin à voir la vérité. La Grande-Bretagne et la France s'engagèrent à défendre la Pologne si Hitler avançait vers l'Est. Mais Hitler avait déjà décidé. Pour faire la guerre à la Pologne, il avait besoin de sécurité à l'Est. En août 1939, le monde fut stupéfait par l'impensable, un pacte entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Rivaux en idéologie, mais partenaires en ambition. Le pacte Molotov-Ribbentrop divisa secrètement l'Europe de l'Est en sphères d'influence. La neutralité de Staline assurée, Hitler prépara le coup. À l'aube, les troupes allemandes franchirent la frontière polonaise. Des avions hurlaient au-dessus, des chars tonnaient à travers les champs. Des soldats avançaient avec une précision impitoyable. La Blitzkrieg, la guerre éclair, avait commencé. En quelques semaines, la Pologne fut écrasée. Le 17 septembre, les Soviétiques envahirent par l'Est, accomplissant leur pacte. À la fin du mois, la Pologne n'existait plus. La Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre. Pourtant, au cours de ces premiers mois, elles restèrent passives, attendant, tandis qu'Hitler préparait ses prochaines frappes. Le Reich se déplaça vers l'ouest. Le Danemark et la Norvège tombèrent en quelques semaines. Puis vint l'assaut sur la France. L'armée allemande contourna la ligne Maginot, traversant les Ardennes où personne n'attendait d'attaque. Paris tomba en juin. La France, fière victorieuse de la Grande Guerre, fut humiliée, écrasée en 6 semaines. La Grande-Bretagne se retrouva seule. Dans le ciel estival de 1940, la Luftwaffe affronta la RAF lors de la bataille d'Angleterre. Des bombardiers vrombissaient au-dessus de Londres, des villes brûlaient, mais la Grande-Bretagne tint bon. Pour la première fois, Hitler fut contrarié. Pourtant, le Reich restait suprême à travers l'Europe, s'étendant des fjords norvégiens aux montagnes grecques, de la côte atlantique aux portes de l'Union soviétique. Mais malgré tout, le regard d'Hitler se tourna vers l'Est. Le pacte avec Staline n'avait été qu'une convenance, pas une loyauté. Pour Hitler, la conquête du Lebensraum, de l'espace vital à l'Est, était le véritable destin du Reich. En juin 1941, il lança la plus grande invasion de l'histoire, l'opération Barbarossa. 3 millions de soldats allemands, des milliers de chars, d'avions, d'artillerie, une tempête déchaînée à travers l'Union soviétique. Au début, cela semblait imparable. Il est tombé, des millions de prisonniers étaient faits. La Wehrmacht avançait profondément au cœur de la Russie. Pourtant, l'immensité du pays, la férocité de la résistance, la brutalité de l'hiver, tout cela allait éprouver l'Allemagne d'une manière que Hitler n'avait jamais imaginée. Comment un homme qui s'est élevé sur des promesses de grandeur entraîne-t-il des nations dans la ruine?
Comment l'ambition, incontrôlée, se transforme-t-elle de triomphe en catastrophe? Au début des années 1940, Hitler avait remodelé le monde. Des empires tombaient devant lui, des millions vivaient dans son ombre, et la guerre consumait des continents. Mais au sein de ce tourbillon de conquête gisaient des graines de destruction, car dans sa soif de domination, Hitler s'était opposé à des ennemis trop vastes, trop déterminés, trop implacables. La guerre qui avait commencé par des victoires rapides ne se terminerait pas par un triomphe. Elle se terminerait dans le feu. Quand Hitler déclencha l'opération Barbarossa en juin 1941, il croyait commencer une campagne rapide, une guerre d'anéantissement qui lui livrerait son empire à l'Est. Il parlait de briser l'Union soviétique comme une porte pourrie. En quelques semaines, les forces allemandes déferlèrent. Kiev tomba, Smolensk brûla, des millions de soldats soviétiques furent capturés. Pour beaucoup en Allemagne, il semblait que le génie du Führer était de nouveau confirmé. Mais l'ampleur de la guerre qu'il avait commencée était sans précédent. La terre s'étirait à l'infini, la résistance féroce et le coût insupportable. Ce n'était pas une guerre ordinaire, c'était une croisade idéologique. Les ordres d'Hitler étaient clairs, pas de pitié pour les commissaires, pas de pitié pour les juifs, pas de pitié pour les civils. Des villes entières furent effacées, des villages brûlés, des populations fusillées ou affamées. Derrière les lignes de front, les Einsatzgruppen, unités mobiles d'extermination, suivaient l'armée. Elles rassemblaient les juifs, les intellectuels, les communistes et les exécutaient par des fusillades de masse. Des ravins comme Babillard devinrent des tombes pour des dizaines de milliers de personnes. C'était l'Holocauste à ses débuts les plus bruts, un meurtre pas encore industrialisé, mais intime, perpétré avec des fusils et des pelles. En décembre, la Wehrmacht se tenait aux portes de Moscou. Pourtant, la capitale soviétique ne tomba pas. L'hiver arriva, amer et impitoyable. Les soldats allemands, vêtus d'uniformes d'été, gelaient dans les tranchées. Les moteurs se bloquaient, les armes s'enrayaient, des milliers d'hommes moururent de froid. Pour la première fois, le mythe de l'invincibilité allemande se fissura. Et pire, l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre fit entrer les États-Unis dans la guerre. Hitler, enivré de confiance, déclara la guerre à l'Amérique. D'un seul coup, il s'était assuré que l'Allemagne affronterait non seulement les Soviétiques à l'Est et les Britanniques à l'Ouest, mais aussi l'immense puissance industrielle des États-Unis. La guerre était désormais mondiale. Alors que la guerre traînait en longueur, la haine d'Hitler prit la forme la plus horrifiante. En janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee, les responsables nazis planifièrent l'extermination systématique des Juifs d'Europe. Les camps de concentration devinrent des camps d'extermination. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, des lieux où des trains livraient des millions de personnes à leur mort. Les chambres à gaz remplacèrent les balles, le meurtre industriel remplaça le chaos. L'Holocauste coûta la vie à 6 millions de Juifs, ainsi qu'à des Roms, des slaves, des handicapés, des dissidents politiques. Ce n'était pas seulement de la folie, c'était la bureaucratie transformée en massacre, l'idéologie transformée en machinerie. Comment une nation moderne, avec ses ingénieurs, ses médecins, ses fonctionnaires et ses soldats, se transforme-t-elle en instrument de génocide? En 1942, Hitler lança une nouvelle offensive, se dirigeant vers les champs de pétrole du Caucase et la ville de Stalingrad. C'est ici, sur les rives de la Volga, que le destin bascula. La bataille devint un cauchemar, des mois de combats de rue, des bâtiments réduits en ruines, des soldats engagés dans des corps à corps. L'hiver revint et la 6e armée allemande se retrouva encerclée. Hitler leur ordonna de tenir bon, promettant des renforts. Aucun ne vint. En février 1943, l'armée jadis si fière se rendit. Des centaines de milliers étaient morts ou capturés.
Pour l'Allemagne, ce fut une catastrophe. Pour Hitler, ce fut la première défaite indéniable, une fissure qui se propagea dans la façade d'invincibilité. Après Stalingrad, l'armée rouge déferla. À Koursk, en 1943, la plus grande bataille de chars de l'histoire écrasa l'offensive allemande. À partir de là, les soviétiques poussèrent vers l'ouest, reconquérant des terres, exerçant leur vengeance, forçant la Wehrmacht à des retraites successives. Pendant ce temps, à l'ouest, les Alliés réduisirent les villes allemandes en ruine par leurs bombardements. Hambourg, Cologne, Dresde, des villes autrefois fières, désormais réduites en tempêtes de feu. Les civils s'abritaient dans les sous-sols tandis que le Reich qu'ils avaient acclamé se dissolvait en fumée. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquèrent en Normandie. Le mur de l'Atlantique, la grande défense d'Hitler, s'effondra. Les forces américaines, britanniques et canadiennes prirent d'assaut les plages, perçant les lignes et se déversant en France. Paris fut libéré. Bientôt, le Reich faisait face à des ennemis sur tous les fronts. Les soviétiques poussant de l'Est, les Alliés de l'Ouest, les cieux remplis de bombardiers, les mers dominées par des flottes hostiles. L'empire que Hitler avait taillé s'écroula pièce par pièce. En avril 1945, l'armée rouge encercla Berlin. La ville était en ruine, sa population affamée, ses dirigeants s'accrochant à des illusions. Dans le Führerbunker sous la chancellerie, Hitler vécut ses derniers jours. Jadis entouré de foules adoratrices, il était désormais cerné de murs de béton et de l'écho de la défaite. Il s'en prit à ses généraux, maudit son peuple, nia toute responsabilité. Son empire était en cendres, ses armées brisées, ses promesses démasquées comme des mensonges. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicida. Au-dessus, Berlin brûlait. L'homme qui s'était élevé de l'obscurité, qui avait transformé le désespoir en pouvoir, qui avait remodelé le monde dans la terreur, finit non sur un champ de bataille, non en triomphe, mais dans une tombe qu'il s'était creusée sous sa capitale en ruine. Quand la guerre prit fin, l'Europe était dévastée, des dizaines de millions de morts, des villes détruites, des familles brisées, des nations marquées. L'Holocauste révéla toute son ampleur, les camps libérés, les survivants squelettiques, leurs histoires gravées à jamais dans la conscience de l'humanité. Les procès de Nuremberg déclarèrent les dirigeants nazis criminels, mais la justice pouvait-elle jamais égaler l'énormité de leurs crimes? Comment mesurer le poids de 6 millions de morts? Comment comprendre une guerre qui a consumé le monde? Adolf Hitler avait promis la grandeur. Il avait livré la ruine. Il avait promis l'unité. Il avait livré la division. Il avait promis un empire. Il avait livré des cendres. Son ascension fut un avertissement, que le désespoir peut être tordu en tyrannie, que les nations peuvent abandonner leur liberté non par la force mais par choix, que la soif de certitude peut aveugler même les plus sages des gens. Les canons de 1945 se turent, mais le silence n'était pas la paix, c'était le deuil. L'Europe était en ruine. De la M. À la Volga, les villes étaient réduites en décombres, les ponts tordus, les chemins de fer brisés. La guerre que Hitler avait déclenchée consuma non seulement des armées, mais des civilisations entières. Au cœur de la Pologne, les portes d'Auschwitz s'ouvrirent. Des soldats de l'armée rouge traversèrent les barbelés et virent l'inimaginable. Des piles de chaussures, des montagnes de cheveux, des cendres éparpillées là où des millions avaient péri. L'horreur qui n'était que murmurée devint indéniable. L'Holocauste n'était plus une rumeur, c'était une vérité, gravée dans l'os et le silence. Comment une nation de poètes, de scientifiques, de philosophes a-t-elle pu enfanter une telle destruction? Comment des hommes et des femmes ordinaires ont-ils pu devenir les instruments d'une telle cruauté? En 1946, le monde se réunit à Nuremberg. Les dirigeants nazis
dépouillés de leurs médailles et de leurs uniformes, furent accusés. Pour crimes contre la paix, pour crimes contre l'humanité, pour la tentative d'effacer des peuples entiers de la terre. Les procès firent plus que condamner les coupables. Ils définirent une nouvelle loi morale. Ils déclarèrent que l'obéissance n'était pas une excuse, que suivre les ordres ne pouvait absoudre le meurtre, que l'humanité elle-même avait une voix au-delà des nations et des drapeaux. Pourtant, même si la justice fut prononcée, des millions de tombes restèrent anonymes, des millions d'histoires non racontées. La justice pouvait punir, mais elle ne pouvait jamais restaurer. L'Allemagne elle-même fut découpée, Est et Ouest, soviétiques et alliés, sa capitale divisée par des murs à la fois visibles et invisibles. Pendant des décennies, l'ombre de la guerre d'Hitler modela le monde. La guerre froide, la course aux armements, la tension des superpuissances nées des cendres de son empire. Mais peut-être son plus grand héritage ne fut pas géopolitique, mais moral. Le souvenir de ce qu'il avait fait força les nations à affronter des questions plus sombres que la guerre elle-même. Que signifie être humain quand l'humanité peut créer Auschwitz? Que signifie être civilisé quand la civilisation peut sombrer dans la barbarie avec une telle facilité? Adolf Hitler commença comme un artiste raté, un vagabond dans les rues de Vienne, un homme inaperçu du monde. Il s'éleva non pas parce qu'il était inévitable, mais parce que le désespoir lui donna de l'espace, parce que la colère lui donna un public, parce que la peur lui donna du pouvoir. Sa vie est une leçon écrite dans le sang, que la démocratie, fragile et imparfaite, peut s'effondrer lorsque son peuple se rend à la haine, que la liberté peut être perdue non seulement avec des chaînes, mais avec des applaudissements. Les ruines de Berlin, les tombes d'Europe, les témoignages silencieux des survivants, tous murmurent la même vérité. Ce qui est arrivé une fois peut arriver de nouveau. De l'artiste raté au dictateur, l'histoire d'Hitler n'est pas seulement l'histoire d'un homme, mais d'un monde qu'il a laissé s'élever. Son empire dura à peine 12 ans. Pourtant, en ces 12 années, il a marqué des siècles. Le monde après lui jura « plus jamais ». Et pourtant, les échos de son ascension, colère, division, soif de certitude, séduction du mythe, se meuvent encore comme des ombres sous la surface de notre temps. L'histoire se souvient de lui non pour la grandeur, mais pour la ruine. Non pour la création, mais pour la destruction. Il est un rappel que même la plus petite flamme de haine, si elle est attisée, peut mettre le monde à feu et à sang. Et nous terminons là où nous avons commencé. Avec un homme rejeté comme artiste, ignoré comme rêveur, négligé comme soldat, qui s'éleva pour commander des millions et, ce faisant, les détruisit. Adolf Hitler n'a pas simplement écrit l'histoire, il l'a balafrée. Et la question finale demeure, résonnant à travers chaque génération qui suit. Combien de fois l'humanité doit-elle brûler avant d'apprendre à ne plus jamais allumer l'allumette ?